Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire qui s'annonce absolument passionnant sur la culture marocaine et la culture française. Vous verrez, c'est toujours le biais qu'on aura, non pas s'intéresser aux Marocains comme un objet d'étude, mais vraiment à cette interaction. Qu'est-ce qui se passe quand un Français vient travailler avec des Marocains, quand un Marocain vient travailler avec des Français dans une équipe maroco-française? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Pour le faire, je suis ravie d'avoir un super panel avec Raphaël De Gregorio. Raphaël, bonjour. Bonjour Ali. Donc Bonjour Raphaël, elle est juste de retour de Rabat. de Casa. De Casa, pardon, et se réinstalle en France après 4 ans à Casa. Donc une grande aventure en elle-même, mais c'est de l'aventure marocaine et pas de l'aventure du retour qu'on va parler avec toi, parce que Raphaël, non seulement a vécu assez longtemps au Maroc, mais en plus est interculturaliste, c'est-à-dire qu'elle a ce savoir-faire pour transformer ce qui est à la base une expérience en un discours. Comment est-ce que, parce que vous savez, on dit toujours, on ne peut pas demander à un poisson de nous raconter l'eau dans laquelle il vit. Eh bien, le travail de Raphaël, son travail d'interculturaliste, c'est de savoir raconter l'eau marocaine à des noms marocains et peut-être l'eau française à des noms français. Et c'est à ça qu'on va s'employer aujourd'hui avec 2 témoins pays, donc 2 personnes. Alors là, je disais que Raphaël avait vécu assez longtemps au Maroc, mais par rapport à nos 2 témoins, c'est rien du tout. C'est Anne Tortera. Donc Anne, bonjour. Bonjour à tous. Anne, toi, tu es fondatrice de Afrique Consult, donc une société de relocation au Maroc. Et dis-nous, Exactement. depuis combien de temps tu es au Maroc? Alors moi, je suis arrivée justement en 1998 au Maroc. Ça fait 27 ans. Super. Donc, on va pouvoir compter sur ton expérience ainsi que sur celle de Nicolas. Nicolas, Bonjour. bonjour. Donc, Nicolas, toi, tu es aussi de retour en France maintenant, après une longue expérience à Rabat, dans ton cas, et notamment dans des entreprises marocaines. Exactement. J'ai travaillé 15 ans chez Maroc Télécom, qui est le deuxième employeur marocain. Et je suis resté au total 17 ans au Maroc. Super. Et Raphaël aussi a travaillé dans les télécoms. Ça vous fait un point commun dont vous pourrez discuter après le webinaire. Pour l'instant, je suis ravie d'accueillir tous ceux qui nous écoutent. Je serais ravie que vous vous présentiez dans le chat pour nous dire qui vous êtes et puis surtout vos attentes par rapport à ce webinaire auquel on va s'employer à répondre dans l'heure qui nous est dédiée. Et pour être le plus efficace possible, plus on en saura sur vos attentes, vos besoins, votre contexte, plus on pourra vous être utile avec donc Raphaël, notre experte, et Anne et Nicolas, nos 2 témoins. Je vais commencer, comme on le fait classiquement maintenant dans ces webinaires Tour du Monde, par un défi pour notre coach Raphaël. Un défi dont on comprendra tous qu'il est impossible, donc on sera très bienveillant par rapport à ce que tu pourras nous dire, mais ça nous permettra de caler la discussion. Raphaël, attention, tu as 3 minutes pour nous parler de la culture marocaine. Top, c'est parti. Alors, on ne va pas viser l'exhaustivité en 3 minutes, mais quelques points que je souhaite partager avec vous. Donc, le Maroc est un royaume de 38 millions d'habitants. C'est un pays qui connaît une très forte croissance économique, qui est un hub, je pourrais dire, entre le continent africain et le continent européen. Un peu très contrasté entre modernité et tradition. Et c'est très visible en ce moment, puisque en prévision de la Coupe du Monde 2030, on voit que les infrastructures se développent énormément. Casablanca, que je connais un petit peu, vit une grande transformation de modernisation ces 2-3 dernières années. Et en même temps, on va avoir des ânes comme moyen de transport privilégié encore dans les rues et des villages à 1 ou 2 heures de Casa qui sont encore approvisionnés par eau potable à dos d'âne sans forcément d'électricité. 4 points que je souhaitais partager. Le premier, c'est au niveau de la langue. Donc, on a l'arabe
classique qui est la langue officielle au Maroc, mais la langue parlée, c'est le darija, le marocain. On a aussi à peu près un quart de la population qui parle j'allais dire le berbère, mais berbère, c'est une langue en soi, avec un alphabet en soi, mais il y a beaucoup de dialectes, dont 3 principaux au Maroc. Le français est très largement utilisé, notamment dans la vie économique, dans l'éducation. On voit que l'anglais monte aussi beaucoup en présence, notamment chez les jeunes. Et puis, dans le nord du Maroc, eh bien, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol. Donc, voilà, il y a une grande diversité culturelle au Maroc et une agilité linguistique des Marocains à switcher d'une langue à l'autre. Autre point incontournable, c'est la religion, donc l'islam, hein, qui est très structurante dans le quotidien au Maroc, dans la vie sociale, la vie politique, la vie économique. Il y a un appel à la prière chaque jour qui rythme les journées. Le mois de Ramadan, qui est un mois très particulier avec une énergie différente, des horaires différents, des décisions qui sont souvent remises à plus tard, en tout cas après le Ramadan. Donc voilà, ça vient rythmer la vie du pays aussi. Je vais m'arrêter là sur la religion, on peut en dire beaucoup. Troisième point que je souhaitais évoquer avec vous, c'est le rôle central de la famille. Alors là, on voit un homme et une femme sur le petit schéma, mais c'est famille élargie hein, au Maroc. Elle est très importante. Les enfants sont choyés, les aînés sont très respectés, très écoutés. Ils ont une forte influence sur la vie de la famille. Je ne pense pas avoir vu une maison de retraite au Maroc. Ça, c'est un point quand même à souligner aussi. Et puis, quatrième point que je souhaitais évoquer, c'est l'importance de l'honneur pour soi et pour les siens au Maroc. C'est très important. L'image, la réputation sont très soignées. Les apparences aussi sont très importantes. Et on verra, ça peut avoir une influence dans ce qu'on verra par la suite ensemble au cours de ce webinaire. Bravo, défi tenu, Raphaël. Le challenge. Voilà. Maintenant, Anne et Nicolas, vous avez peut-être envie de compléter ce premier tableau. Anne. Ok, bah oui, écoutez, synthétiquement, c'est tout à fait ça. Alors, il y a quelques maisons de retraite, mais vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense que d'ailleurs, dans ces maisons de retraite, ce sont principalement, malheureusement, des Français qui y sont, des Français qui sont au Maroc depuis très longtemps et qui se sont retrouvés un peu abandonnés, malheureusement, par leur famille, puisque justement, on n'a pas ce sens de la famille qu'ont encore les Marocains aujourd'hui. Donc, en effet, la religion, très important, le sens de l'honneur, effectivement. La famille aussi, et donc le darija, qui est le dialecte du pays et qui se parle de plus en plus. D'ailleurs, avant, on entendait beaucoup plus le français, et de plus en plus, les gens parlent le darija. Voilà, dans la vie de tous les jours, et même au travail. Et ça, c'est un point, une évolution sur laquelle on reviendra certainement. Nicolas, est-ce que tu veux compléter avant qu'on passe à ce qui est vraiment propre à l'entreprise et qui va être le plus gros de notre propos? Oui, alors effectivement, sur la partie d'Arija, je suis assez d'accord avec Anne. Moi, j'ai senti ces dernières années un retour de plus en plus prégnant de la langue arabe, y compris dans le business, ce qui n'était pas le cas avant. Ensuite, ça dépend vraiment d'une entreprise à l'autre, hein. Je pense que ça va être très, très radicalement différent d'une boîte à l'autre. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, moi, c'était sur l'aspect religion et son implication dans le boulot au jour le jour. Oui, Ramadan, c'est un mois qui est totalement à part, avec des horaires qui sont totalement aménagés. En général, on travaille beaucoup moins en plage horaire, mais encore une fois, ça va dépendre des boîtes et des personnes, mais on délivre à peu près autant. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à des délais de réactivité assez importants, notamment les dernières semaines, puisque le principe du Ramadan, c'est de ne pas se nourrir pendant la journée, donc c'est un petit peu compliqué en fin de journée. Donc oui, c'est très important, et le vendredi aussi, par exemple, le vendredi après-midi, planter une réunion le vendredi après-midi dans une équipe marocaine, c'est un peu compliqué. Voilà, faut l'avoir en tête. Voilà.
Merci beaucoup, Nicolas. Je vois qu'il y a Auria qui s'est présentée dans le chat et donc je sais qu'elle est franco-marocaine. Auria, n'hésitez pas à compléter ce qu'on dit, à apporter votre vision qui sera super intéressante, mais vous aussi, tous qui nous écoutez. Le Maroc, c'est un pays que beaucoup d'entre nous connaissent et parfois très bien aussi. Et beaucoup d'entre vous ont certainement travaillé avec des équipes marocaines ou accueilli des collaborateurs marocains dans leurs équipes. Donc, vos remarques, vos questions, vos témoignages seront très utiles pour nous tous. On a regardé, là, on a parlé du Maroc en général et on pourrait passer 10 ans sur le sujet, mais ce n'est pas le focus qu'on veut donner à notre présentation, surtout quand je dis que le focus n'était pas Maroc, il est France-Maroc ou Maroc-France, les deux, dans les deux sens, dans un cadre professionnel. Et pour parler dans un cadre professionnel, on a un outil qui est celui de GapsMove, la plateforme avec laquelle on travaille avec Expat Communication. GapsMove est un super partenaire, on fait plein de formations ensemble. GapsMove apporte l'outil digital et Expat Communication, le coaching et la formation, donc les personnes. Et Raphaël, est-ce que tu peux, avec l'aide de la plateforme de GapsMove, nous montrer donc on a dit que les interculturalistes avaient des outils, ils ont surtout des dimensions, des axes, chacun les siens. On va vous montrer les nôtres pour comparer ces cultures professionnelles de la France et du Maroc. Raphaël, à toi de jouer encore. Alors, dans la plateforme GapMove, il y a une petite vingtaine de gaps culturels. Donc là, c'est toujours un défi d'en choisir quelques-unes, lesquelles choisir. Comme on va parler relations professionnelles aujourd'hui, un aspect qui me semble important, c'est la culture de l'amitié qu'on va trouver chez la plupart des Marocains. Alors, on voit sur cette échelle que la France n'est pas à l'autre bout dans une culture de la transaction qui va être beaucoup plus orientée sur des relations transactionnelles, mais je trouve qu'il y a quand même des différences importantes entre Français et Marocains sur cet aspect-là, puisque la qualité de la relation au Maroc est très importante. Elle va primer sur beaucoup de choses, sur des process, etc. Et donc, quand on veut travailler, faire du business avec des Marocains, il est vraiment important de développer, de prendre le temps de développer cette relation, établir la confiance, une relation de respect où on sent qu'on partage les mêmes valeurs, où on est en phase avant de saisir, traiter des opportunités. Donc, peut-être une chose qui peut être un peu différente aussi dans cette culture de la relation, c'est que il va y avoir beaucoup plus de temps informel, je trouve, quand on travaille avec des Marocains. Voilà, on va prendre un thé ensemble, on va avoir peut-être aller dîner ensemble, et c'est dans ces temps informels qu'il se passe pas mal de choses. Le pro est beaucoup plus mélangé avec le perso, on n'hésite pas à partager des informations sur sa vie personnelle, là où en France, on a quand même encore une culture un peu pudique sur le sujet, on ne va pas forcément tout mélanger, donc parfois ça peut créer des petites incompréhensions. Autre point dans la relation qui me semble important de souligner, c'est que dans la culture marocaine, on va plutôt chercher l'harmonie. Généralement, on n'aime pas le conflit, donc on va faire attention à être assez diplomate dans sa communication, avoir une communication qui peut être assez indirecte, implicite, très soignée en tout cas pour faire attention à l'autre, soigner les sensibilités, soigner aussi la réputation, ne pas perdre la face, là où dans la culture française, on peut être un peu plus direct, un peu plus cash, et voilà, un point qui peut souvent créer des incompréhensions, c'est des cultures de feedback assez différentes compte tenu de ces éléments où en France, on ne va pas hésiter à dire des choses assez directement, parfois devant d'autres personnes, et ça peut être très, très mal perçu au Maroc. Merci beaucoup, Raphaël. Nicolas, est-ce que ces aspects amitié ou culture plus directe des Français, c'est quelque chose que tu as vu à l'œuvre et en clash au Maroc? Alors moi, en termes de relationnel, pour moi, quand je suis arrivé, ça a été un vrai choc. Ça a été un vrai choc parce que on n'a pas le même background du relationnel. Pour illustrer ça, je cite toujours la devise française et la devise du Maroc, la devise du pays, j'entends. Pour la France, liberté, égalité, fraternité. C'est quelque chose de, on va dire, plat. Si vous voyez mon geste, on le dit comme ça.
Au Maroc, la devise nationale, c'est Allah al-Watan al-Malik, Dieu, la patrie, le roi. Et là, vous voyez, je suis dans un mode beaucoup plus vertical. Ça, c'est quelque chose dans les relations qu'on peut vivre au jour le jour, et notamment dans des très grosses boîtes à capitaux marocains. Ça sera peut-être moins vrai dans des boîtes à capitaux français, mais ça reste important dans le relationnel. Dans le relationnel marocain, très souvent, c'est une relation, et c'est pas un jugement de valeur, j'insiste là-dessus, c'est souvent une relation de dominant à dominé. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde s'en incommode très bien. Et le fait de savoir qui est qui est quelque chose de très important. Je peux illustrer ça par une de mes collaboratrices qui avait été recrutée, qui était une jeune ingénieure brillante marocaine, qui a été recrutée chez Maroc Télécom à peu près en début des années 2010. Elle avait terminé son école d'ingé en étant major de promo. Et on était extrêmement fiers. Euh, et quand elle a passé son entretien pour la plus grosse boîte des télécoms, de télécom marocaine, qui est présente en Afrique également, les RH, elle s'appelait Benjeloun. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Benjeloun, c'est une très grande famille de fesses. La question des RH, ça a été de savoir s'il était Benjeloun comme Benjeloun, et si oui, elle allait faire une belle carrière chez Maroc Télécom. Donc, vous voyez, c'est des choses, ça, il faut, en tout cas, arrivant en tant que Français expat, il faut être très prudent sur le qui est qui et essayer de comprendre les différentes relations qu'il peut avoir, qui ne sont pas du tout les mêmes types de relations que nous pouvons avoir entre Français ou en tout cas entre non-Marocains. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vite comprendre. Sinon, on peut effectivement repartir assez fâché du Maroc parce qu'il y a un truc qui va vous échapper. Et je pense que il faut avoir ça en tête. Voilà. Et ça, Nicolas, donc première chose, tu dis repartir assez fâché et il y a beaucoup de gens à qui ça arrive. Le Maroc est un pays pas évident pour les expats. Je vous vois tous opiner. Ouais. Alors, en fait, moi, j'y suis resté 17 ans et mon épouse, alors, j'ai été élu, je représentais les Français du Maroc auprès de l'ambassade et du ministère des Affaires étrangères. Et mon épouse était présidente de Rabat Accueil, qui est une structure d'accueil de tous les expats sur Rabat. Une Donc, on a vu extraordinaire passer. présidente, disons-le au passage. Pardon? Une présidente extraordinaire, disons-le au passage, mais passons. C'est moi qui le dis. Euh, Tout ça pour dire qu'en fait, on a vu passer vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés à Rabat en particulier, et notamment depuis une dizaine d'années, beaucoup de ce qu'on appelle des MRE, des Marocains résidant à l'étranger, qui très souvent, après avoir fait un parcours académique français dans un lycée français au Maroc, puis en France, études supérieures, puis 5 à 10 ans de boulot en France, reviennent s'installer au Maroc et en fait se heurtent à ce mode de fonctionnement social, à cette verticalité, et souvent, ils lâchent. Ils préfèrent revenir en France. Et côté français, oui, ça peut, dans certains cas, des gens vont. J'ai de très bons copains et qui, au bout de 3 ans, ont craqué en disant c'est pas possible, je comprends pas, je préfère partir. Voilà. Merci pour ce témoignage. Et dernière question sur la relation, après je passerai à Anne. En recrutement, ça veut dire quoi? Le fait que l'amitié soit si importante dans la relation, y compris professionnelle. Est-ce Bah, qu'on peut si, recruter en tant que Français ou est-ce qu'on a intérêt à passer par un Marocain en se disant comme j'ai pas les codes, il vaut mieux éviter? en général, en tout cas dans les très grandes boîtes, moi ce que j'ai toujours constaté, c'est que les recrutements étaient faits par des Marocains. En général, les Français arrivent pour apporter une touche d'expertise, de compétences très spécifiques, mais peut-être un peu moins de relationnel maroco-marocain. C'est-à-dire que c'est pas un RH français qui va recruter des Marocains. Rarement. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. On voit bien que c'est pas aussi simple que juste traverser la Méditerranée et parler tous français. Anne, est-ce que Et juste pour terminer, ce que je disais, puisque tu parles de langue, oui, on parle français, non, on ne se comprend pas toujours. Mm. Voilà.
Et je crois que c'est une vraie difficulté d'ailleurs parce qu'on peut se sentir à la fois très proche, et puis notre histoire, il y a beaucoup de Marocains en France, de Français au Maroc, mais on ne parle pas forcément toujours exactement la même langue, ou en tout cas quand on dit les choses, on ne les dit pas de la même chose. Il y a beaucoup d'implicites à la fois en France et au Maroc, et on ne se comprend pas forcément là-dessus. Alors qu'on pense qu'on se comprend. Anne? Alors, oui, donc je confirme, hein, je confirme tout ce que Nicolas vient de dire. Je vais donc passer à un autre aspect parce que ça ne sert à rien de répéter les mêmes choses. Il y a une autre chose dans cet aspect relation amicale, mélange amical, côté amical et travail au Maroc. C'est que effectivement, du fait de cette verticalité, les personnes qui sont, je vais être très crue, en bas de l'échelle, ont difficilement accès aux gens qui sont plus haut placés au sein de l'entreprise. Quelque chose que je pense qui doit être assez frustrant. Et donc, nous, en tant que Français, souvent, eh bien, on se montre facilement accessible. Et effectivement, on l'est en général. Et on essaye un peu d'atténuer cette verticalité parce que nous, ça nous choque, comme l'a dit effectivement Nicolas. Et donc, du coup, on se rend de plus en plus accessible. Mais du coup, on va se faire complètement déborder parce que finalement, ça va devenir hyper chronophage. Et les gens vont s'habituer, vont se dire, bah, je ne vais plus passer par mon N+1 et N+2, je vais aller directement voir, bon, en l'occurrence, par exemple, Anne. Parce que bah, au départ, on a été très sympa, entre guillemets, parce qu'on a voulu effectivement leur donner un peu d'oxygène. Et puis finalement, après, on se retrouve à passer énormément de temps. Et c'est là qu'on va voir ce mélange travail-amitié. Et puis, à un moment donné, il faut remettre un peu les choses en place en disant, écoute, vraiment, en cas de gros problèmes, etc., n'hésite pas, mon bureau est ouvert. Mais là, par contre, pour savoir si tu peux sortir 10 minutes plus tôt, non, tu vois avec une telle ou une telle. Quoi. Vous voyez, voilà, c'est un peu des situations face auxquelles on peut se retrouver du fait de cette différence culturelle qu'on a essayé un peu de lisser, quoi. Et trouver le bon positionnement va être difficile. Et moi, je vais être maîtresse du temps, là, parce qu'on parle à la marocaine, on avance en profondeur et c'est sympathique, mais moi, je vais me faire jouer un peu le rôle français de temps mesuré et dire, mais justement, il va y avoir d'autres dimensions avec Raphaël. Oui, même si effectivement cette culture très verticale est un point important, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu. Oui, alors quelque chose qui me paraît incontournable, c'est cette notion du temps qui est plutôt élastique dans la culture marocaine. Ça veut dire je fais ce que j'ai à faire dans le temps qu'il faut. Il n'y a pas forcément une culture des horaires, des délais. La maîtrise du temps est vue comme quelque chose de plutôt supra-humain. J'ai même envie de dire que quelque part, le retard est un concept occidental. Donc, ça peut créer pas mal de différents aussi, ce là. Et comme on disait tout à l'heure, la relation est souvent privilégiée. Eh bien, la relation va être privilégiée sur la ponctualité. S'il y a besoin de voir quelqu'un, que c'est important de le croiser dans un couloir, c'est plus important de maintenir cette relation que d'être à l'heure à une réunion. Donc ça peut être compliqué dans l'organisation. Alors je mets toujours un peu des pincettes parce que il y a des secteurs d'activité où quand on est dans l'aéronautique, le respect des délais peut être assez structurant. Il y a des entreprises internationales où quand on travaille avec différents pays dans le monde, on va être plus ou moins plus ponctuel, donc ça peut être varié d'une entreprise à l'autre, mais en tout cas, il y a quand même plutôt cette notion du temps élastique. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire à la dernière minute. Et donc, quand on est d'une culture plutôt temps mesuré, c'est important de ne pas surcharger son agenda. Et je suis assez bien placée pour en parler, parce que moi qui travaillais avec des Français, avec des Marocains, dans ma semaine, c'était assez compliqué de gérer les deux temps différents. Prévoir du temps pour les imprévus, ça peut faire des sas dans son agenda. Et quand on est de culture plutôt temps élastique comme les Marocains, quand on travaille avec des Français, c'est quand même important d'essayer d'être ponctuel parce que c'est vu comme quelque chose de professionnel, c'est vu comme du respect. Voilà, donc on peut s'ajuster l'un à l'autre
sur ce volet-là. Est-ce que j'ai été suffisamment synthétique? Ah, mais c'est fantastique, Raphaël. Merci beaucoup. Ça laisse du temps à Anne et Nicolas de commenter. Peut-être Anne en premier. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter là, hein, par rapport à ce qu'a dit Raphaël, parce qu'effectivement, c'est exactement ça, hein. On va, au fur et à mesure de la relation professionnelle, essayer de tendre l'un vers l'autre, vers chacun la notion qu'on avait effectivement de ce temps. Et autant on va faire des efforts pour être moins rigoureux, et puis on va quand même essayer de demander à nos équipes de eux-mêmes aussi faire des efforts pour nous rejoindre, pour qu'on arrive sur un espèce de moyen terme et qui puisse satisfaire le professionnalisme dont on a besoin. Ça prend du temps, justement. Alors sur le temps, moi j'aimerais attirer l'attention de l'assistance sur le fameux Inch'Allah. Le Inch'Allah, ne le prenez pas mal. Au début, on le prend très mal. On se dit, mais c'est pas vrai, il va pas le faire. C'est une formule de style. Et en général, et ça je l'ai constaté, la magie du Maroc, on dit c'est pour telle heure, c'est toujours fait. Et cet aspect vertical joue énormément en faveur du respect des délais. Au Maroc, on assiste très souvent à ce qu'on appelle des colères royales, c'est-à-dire que le roi passe à un endroit et pas content d'un truc, ça hurle et dans les 24 heures, c'est traité. J'ai vu des ronds-points, notamment à Casa, être bougés en moins de 24 heures. Bah, ça, c'est vraiment très important. Et puis une fois, encore une fois pour la petite histoire, j'ai trouvé ça rigolo sur l'aspect du temps. J'ai un collaborateur qui un jour m'avait dit, vous les Européens, vous avez des montres, nous on a le temps. Sur cet aspect colère royale, Nicolas, c'est quelque chose qu'on entend dans d'autres cultures que le Maroc. À réserver aux Marocains, non. Si un Français qui se permettrait une colère royale, est-ce qu'il risque pas d'être complètement hors des clous? Ah oui, bien sûr, sur le territoire marocain, évidemment. Oui, C'est un attribut royal marocain. Non, parce que on voit parfois de temps en temps dire des gens, bah oui, bah, j'ai vu le chef se permet des comportements ultra hiérarchiques et qui passeraient pas en France. Si ça passe pas en France, un Français se le permet pas. Le Maroc est régi par un système un peu, au niveau général, hein, pas que dans les entreprises, mais ça se ressent dans les entreprises. C'est un système un peu féodal finalement, à travers un mot que vous pourrez entendre quand vous commencerez à vivre au Maroc, le mot de Marzen. Le Marzen, en fait, c'est le système du palais. C'est le système féodal qui dit bah, il y a un patron et puis tout ça c'est pyramidal et ça fonctionne comme ça. Il y a le roi qui prend toutes les décisions, quasiment toutes en fait, de facto, au niveau très large. Ses conseillers également ont un pouvoir très très large et évidemment ensuite le gouvernement. Et ça se ressent dans les boîtes, hein, de la même façon. C'est-à-dire que Maroc Télécom, qui est une société à directoire, quand on parlait du président avec un grand P, marocain. C'était le président. Il connaissait tout le monde. Et en dessous, son pouvoir était dissous petit à petit et chacun avait sa part de pouvoir. Et donc, parce que toujours cet aspect que vous essayez tous d'avoir, pour un Français qui arrive, pour un Marocain qui travaille avec une équipe française, un Marocain, là on est passé sur une dimension qui est plus celle de la hiérarchie à nouveau, mais qui se retrouverait avec un fonctionnement plus flat à la française. Qu'est-ce qui lui arrive du coup? Il se dit super, le système français c'est vachement mieux, ou il se dit dommage, là je suis perdu parce qu'on ne me dit pas ce que j'ai à faire et je ne suis pas bien. Alors moi j'étais pris en sandwich entre un patron marocain, membre du directoire, et une équipe d'une dizaine de personnes, tous marocains. Ils étaient ravis que ce soit un Français qui les manage, clairement, parce qu'il n'y avait pas ce système de temps en temps, enfin, pour traduire ce que tu dis, Alix, en termes un peu plus crus, il n'y avait pas ce système de la schlag. Moi, j'étais en mode participatif, à essayer de les convaincre, bosser avec eux, etc. Ce que ne va pas forcément faire, effectivement, mais ça dépend des gens, ça dépend de plein de gens. Et est-ce qu'on va voir une fracture entre jeunes qui seront Ouais. plus demandeurs et plus, même eux-mêmes, enclins à pratiquer ce type de management par rapport aux plus âgés, plus traditionnels? Ou est-ce qu'on est déjà, comme dans d'autres pays, avec une radicalisation des jeunes qui disent plutôt ben, je veux revenir au marocain parce que c'est mieux que l'occidental? À mon sens, en termes de management et au boulot,
Effectivement, les générations les plus jeunes sont plus demanderesses de modernité et d'un mode de fonctionnement européen, alors que les gens qui sont aujourd'hui, qui ont plus 50 et proches de la retraite, sont toujours dans le système très vertical. Et encore une fois, ça dépend de la boîte. Vous allez avoir des boîtes très marocaines, très anciennes. Alors, mon exemple, c'est toujours Maroc Télécom, mais je sais qu'il y a des boîtes implantées. Je pense à Gide, par exemple, à Casablanca ou à Casa. C'est peut-être moins marqué qu'à Rabat, ce système. Et puis je dirais que ça dépend aussi de la position qu'ils ont. Parce que s'ils sont en haut de l'échelle, ben, le système pyramidal leur va très bien. Enfin, ils peuvent se réhabituer et retrouver ça tout à fait très bien. Alors que s'ils sont en bas, ben, ils aiment mieux le système un peu occidental. Donc c'est aussi, c'est assez parfois c'est surprenant de voir l'évolution aussi des personnes au fur et à mesure de leur évolution professionnelle et de leur évolution dans la vie aussi, hein, parce que un jeune, bah, il est par nature un peu plus moderne et au fur et à mesure qu'il vieillit, il va redevenir un peu plus traditionnel. Donc ça va de pair. Et c'est là qu'on voit que l'évolution des cultures est en fait très lente et qu'il n'y a pas pas forcément de convergence. Enfin, on revient de l'idée d'une convergence en disant on aura tous le modèle occidental dans 50 ans. Au bout de longtemps de vie professionnelle commune, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Ah bah, c'est peut-être à la dimension suivante. Et alors, c'est là que c'est intéressant c'est là que c'est intéressant au Maroc, pardon, c'est que en termes d'infrastructure, ce qu'on a dit, c'est que ça évolue vitesse grand V. Par contre, les mentalités, elles, c'est un peu plus smooth. Tout à fait. C'est ça qui est très intéressant au Maroc. En tout cas, ce thème du management vertical, moi, c'est un sujet sur lequel je vois beaucoup de difficultés entre Français et Marocains, parce qu'il y a quand même beaucoup de Marocains qui sont dans cette culture très, très verticale où il y a un management de grande proximité. Et que dans les Français, où il y a une culture un peu plus de l'autonomie, on voit qu'on n'est pas toujours en phase sur les attentes. Certains Français trouvent qu'au Maroc, les personnes manquent d'autonomie et on ne se comprend pas forcément sur ces modes de management qui sont assez différents. Il y a beaucoup de frictions que j'ai pu observer sur ce sujet-là en particulier au Maroc. Oui, troisième gap culturel, et là vous voyez que c'est beaucoup plus distant sur l'échelle, c'est le gap de la proactivité à la française versus la culture de l'acceptation au Maroc. Culture de l'acceptation, c'est arrive ce qui doit arriver, ce que vous disiez Nicolas, le fameux Inch'Allah. À l'inverse des Français, où on est plutôt dans une culture où tout est maîtrisable, il se passe des choses, je peux agir, je peux faire des mesures correctives. Donc ça, c'est un gap qui peut créer de nombreuses incompréhensions, où quand on est dans une culture proactive, on peut voir les Marocains comme des gens plutôt nonchalants, et quand on est marocain, on ne prend pas forcément cette espèce de volontarisme à la française, de maîtrise, donc ça peut créer des difficultés de confiance au sein des équipes. Des pistes qui peuvent aider, c'est de préciser qu'un ordre est terminé, pas quand il est donné, mais quand il est exécuté. Parce qu'il y a souvent des incompréhensions à ce niveau-là. Et pour renchérir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Anne et Nicolas, c'est contrôler de près ce qui est fait pour s'assurer que les choses avancent et sont faites de façon très, très, très resserrée. Voilà. Et quand on est plutôt dans une culture de l'acceptation et qu'on travaille avec des Français, pour côté proactif, c'est de ne pas hésiter à être force de proposition au travail. À ce sujet, si vous voulez, j'ai une anecdote qui est extraordinaire, je trouve, parce que franchement, elle est très représentative de ce qui se passe au Maroc. J'avais un ami qui travaillait dans une grosse société internationale de logiciels bancaires et il était directeur pays au Maroc. Et il est resté directeur pays au Maroc pendant 5 ou 6 ans. Et on lui a proposé de prendre la direction commerciale de la même société
uniquement pour la France, mais bon, au Maroc, il avait 10 personnes, et puis en France, en tant que directeur commercial, il avait, je crois, quelque chose comme 300 personnes. Pour lui, c'était une vraie promotion. Il a accepté un peu avec difficulté, parce que malgré tout, il aimait bien le Maroc, parce que je pense que, et Nicolas pourra me le confirmer, je pense que le Maroc, soit on aime beaucoup, soit on n'aime pas du tout. C'est pareil, c'est un pays de contraste, et c'est tout l'un ou tout l'autre. Et donc, il est reparti en France. Et au bout de 4 ou 5 mois, il a été convoqué par la direction parce que il n'y avait que des plaintes sur son comportement parce qu'il contrôlait tout. Il était repassé en mode micromanagement parce que il avait passé ses 6 années au Maroc et qu'il avait oublié bah voilà que je ne veux pas dire que enfin, en tout cas, il avait oublié qu'en France, quand on disait à quelqu'un de faire quelque chose, c'était fait et que si la personne n'arrivait pas à le faire, elle le signalait. Voilà. Donc, alors qu'effectivement, au Maroc, quelqu'un qui ne va pas arriver à faire quelque chose qu'on lui a demandé, il ne va pas forcément le signaler parce que pour lui, c'est très difficile. On voit que c'est peut-être à rapprocher de leur impossibilité à dire non. Le fait de ne pas avoir réussi à faire quelque chose, ça doit se rapprocher de ça. Donc, ils ne le disent pas, ils mettent un peu le dossier dans un tiroir en disant, bon, peut-être ça ressortira jamais. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui illustre bien ce volet-là. Et donc, Mais, quelque part, un bon boss, c'est quelqu'un qui va s'assurer que le travail est fait pour donner aux collaborateurs la possibilité d'exprimer leurs difficultés. exactement. Mm. Exactement. Et Et puis leur apprendre, effectivement, enfin, leur expliquer que ne pas avoir forcément réussi quelque chose, c'est pas devenir quelqu'un de bien à quelqu'un de nul. C'est juste qu'il a le droit et qu'on est là pour lui apprendre ce qu'il ne sait pas faire, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que dit Anne. Moi, enfin, quand je suis arrivé, peut-être ma première année et demie, mes premiers 2 ans, j'ai été effectivement immédiatement confronté à ça, d'être obligé d'entrer dans le micromanagement, hyper contrôlant, alors que j'étais quelqu'un d'extrêmement délégatif dans ma boîte précédente. Voilà. Ensuite, ça s'est lissé un peu parce que j'ai gardé la même équipe pendant 15 ans, donc ça fonctionnait un peu mieux. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est un point hyper important également à avoir en tête. Merci beaucoup et on va passer, parce que le temps file et c'est passionnant, merci beaucoup. Passer à une dernière dimension, on pourra en étudier. Il y en a 18 dans le modèle de Yes Move, il y en a encore plus ou encore moins selon les systèmes culturels. Mais mission, obligation, de toute façon, dès qu'on parle avec des Français, il faut regarder cette question parce que les Français, là pour le coup, c'est aussi nous qui sommes très spécifiques. Oui. Pour cette question de mission-obligation. Qu'est-ce que ça veut dire, Raphaël? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est d'ailleurs un gap où il y a pas mal de contrastes, que ce soit en France ou au Maroc aussi, mais la culture de mission, c'est quelque part mon travail m'engage. Je m'accomplis beaucoup dans le travail, je m'y investis beaucoup et j'estime que les autres s'investissent à la hauteur de mon investissement à moi. Enfin, j'inspire les autres dans cet investissement. Là où une culture de l'obligation, c'est si je ne pouvais ne pas travailler, je ne travaillerais pas. Où on cherche un équilibre, en tout cas, le travail est une composante parmi d'autres, la famille, le bien-être, le sport, les arts. Et donc, ils vont mettre leur énergie dans le travail, mais dans aussi plein d'autres choses. Et donc, quand on est français, on a tendance à s'attendre à ce que les Marocains s'investissent autant dans le travail que nous, et ça ne va pas forcément être le cas. Donc, on peut avoir ce jugement de fainéantise, de manque d'investissement, alors qu'en fait, c'est que leur énergie est mise sur d'autres choses. Et voilà, moi, j'ai eu plusieurs anecdotes de Marocains qui avaient un point important dans un projet avec une grande réunion et qui, le matin même, disaient je ne vais pas venir parce que j'accompagne ma mère chez le docteur. Voilà, donc ça, pour moi, c'est des anecdotes assez typiques de cette culture de l'obligation. Et donc, là encore, quelque chose qui peut aider
quand on est français, qu'on travaille au Maroc, c'est toujours cette culture du micromanagement, de s'assurer que les choses soient faites. Voilà, la culture fait que cette hiérarchie, elle est toujours présente et c'est plutôt vu comme quelque chose de positif, de l'intérêt porté aux collaborateurs d'être assez contrôlant. Donc, voilà ce qui peut être aidant. Merci Raphaël, Nicolas et Anne. Ça reprend pas mal des dimensions qu'on a vues jusque-là. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez compléter sur ce point-là? Pas Nicolas? moi, enfin, je pense que là-dessus, moi, je crois avoir été assez clair sur le sujet en termes de verticalité. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ce que dit Raphaël est juste. Dans ce cas-là, oui, et je vais peut-être dans ce cas-là te demander, toi, maintenant, on a vu là un certain nombre de dimensions, je sais que aussi bien pour Nicolas que pour Anne, quand on a préparé séparément, l'arrivée au Maroc a été super difficile. Puis Nicolas, tu nous as dit que tu avais vu pas mal d'expats repartir, y compris prématurément. Pour toi, Nicolas, qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu es arrivé? Qu'est-ce qui était le plus difficile euh, Bah oui, effectivement, comprendre. Alors, au niveau du travail, hein, vraiment, le contexte, c'était une boîte qui venait d'être privatisée, capitaux français, c'était une filiale de Vivendi, donc il y avait une équipe, il y avait une trentaine d'expats quand je suis arrivé. À la fin, j'étais le dernier. Euh, non, c'était de bien comprendre dans mon équipe comment ça fonctionnait, qui faisait quoi, et très vite d'enclencher ce mode contrôle. Ça a été, c'était une question de survie en fait, pour mener à bien ma mission, qui était d'implémenter à l'époque un contrôle de gestion à peu près efficace. Et bien comprendre mesurer les compétences exactes des gens. Bon, pour la petite histoire, je m'étais trouvé, bon, j'avais une équipe de contrôleurs de gestion, j'ai trouvé un gars qui ne savait pas utiliser Excel. C'était surréaliste. Voilà, donc il a fallu bien comprendre. Donc il y a une phase de diagnostic vraiment importante quand on arrive. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent, extrêmement circonspect, prendre note, pas réagir, surtout ne jamais réagir à chaud. On n'est pas dans notre pays. Il y a des choses qui sont normales, qui peuvent vous choquer, mais surtout on reste en retrait par rapport à ça. Et puis ensuite, je pense qu'il faut utiliser le soft power qui est en toute notre capacité soft power pour essayer d'influer et de faire pencher la balance vers là où on veut aller. Voilà. Mais c'est ça qui m'a le plus choqué. Le reste, l'arrivée au Maroc, j'allais dire, bon, je suis un peu un cas atypique parce que petit déjà, j'étais tombé dans la marmite de l'expat et j'avais déjà habité en Égypte pendant plusieurs années. Donc voilà, ça m'a pas choqué plus que ça, voilà. Moi, voire même pas du tout, parce que le Maroc est quand même beaucoup plus évolué, on va dire, que l'Égypte sur plein de sujets. Et pour ton équipe, qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu es arrivé? Bah, je ne saurais pas dire, en tout cas, ils ont très vite exprimé leur satisfaction d'avoir un Français les encadrer, sortant d'un management marocain à la dure, mais vraiment à la dure. Donc, quand ils ont compris que je fonctionnais pas du tout de cette façon-là, bah, ils sont ouverts plus facilement à toutes les questions que je pouvais avoir et on a pu bosser ensemble pour atteindre les buts qu'on s'était fixés. Donc en plus, la performance était au rendez-vous. Et la performance était plutôt au rendez-vous, ouais. Ouais. Merci Nicolas. Et pour toi, Anne? Alors, pour moi, ce qui a été difficile, alors c'est un petit peu dépassé par contre, parce que moi, j'étais arrivée à une époque où, en tant que femme, je n'avais même pas à l'époque le droit de signer un contrat. Donc, entre-temps, ça a bien changé. Bien évidemment, maintenant, les femmes ont les capacités juridiques de pouvoir conclure, je veux dire, même leur contrat de téléphone portable, hein. Moi, à l'époque, il fallait que ce soit mon mari qui me prenne mon abonnement de téléphone portable. Donc, quand je suis arrivée, c'est vrai que ça a été ce choc-là. Ça a été de me dire, purée, je suis dans un pays où, en fait, j'ai le droit même pas le droit de prendre moi-même mon abonnement de téléphone portable. C'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vais parler donc en tant que femme, du coup, je pense quand même que c'est quelque chose qui reste quand même.
très culturel au Maroc que enfin, la femme est moins libre que l'homme. Voilà, hein, un homme peut se promener en short et en basket n'importe où au Maroc. Une femme, il faut qu'elle soit un peu plus couverte pour aller dans certains endroits et de manière générale. Euh, Après, sur le plan professionnel, je rejoins tout à fait Nicolas. Les Marocains adorent travailler avec des Français. Voilà. Mais pour toutes les raisons qu'on a déjà vues, parce qu'on leur laisse de l'espace, parce qu'on les respecte à quelque niveau qu'ils soient, parce qu'on leur permet d'apprendre, on les pousse à apprendre, on les pousse à s'intéresser, parce qu'on est dans une culture où, en général, justement, on ne les a pas poussés à ça. Depuis tout petit, la culture fait qu'on ne les éveille pas à essayer d'apprendre et à essayer de se développer sur le plan personnel, que ce soit au sein de la famille ou sur le plan de la religion, etc. C'est un mode de vie qui est très je respecte mes aînés, je respecte mon patron et moi, je ne cherche pas à me développer moi en tant qu'individu. Donc, ils adorent travailler avec des Français. Donc, grâce à ça, on peut faire plein de choses super positives avec eux. Et ce qu'ils apprécient particulièrement, effectivement, c'est. Et mon patron me l'a dit, me l'a avoué au bout de quelques années, peut-être au bout de 10 ans, il m'a dit, j'apprécie particulièrement de bosser avec des Français parce qu'ils ne mentent pas. Aussi. Moi, ça m'a scotché, ça, quand j'ai entendu ça. Et le deuxième, la deuxième fois qui m'a pas mal scotché, en codir, on parle d'un point très technique, et je m'étais trompé. Ça peut arriver, je me trompe. Je l'ai dit en codir. Il fallait voir la tête. Donc, dans le codir, il n'y avait que des Marocains, hein. J'ai vu des Mhm. mâchoires se décrocher en disant, mais le français, il dit qu'il s'est trompé. Oh. Alors que ça, effectivement, c'est pas du tout dans la culture. On l'a dit à un moment, je ne sais plus si c'est Raphaël ou Anne, mais on se trompe pas, non. Non, ça n'existe pas. Et donc, j'imagine qu'on fait hyper gaffe pour pas dire que les autres se sont trompés, parce que j'imagine que dans Ah l'autre oui, sens. oui, 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 on n'accuse pas, effectivement, surtout pas. Donc, on doit quand même apprendre à pas mal changer. Pour toi, Raphaël, aussi, parce que même si tu es interculturaliste, J'ai eu des difficultés aussi dans mon arrivée au Maroc, et ça va faire un peu le lien avec ce que vous disiez, Anne et Nicolas. Et moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment challengée. La première, c'est lâcher le contrôle. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, et lâcher le contrôle sur le temps et sur le perfectionnisme surtout. Et ça rejoint un peu ce que disait Anne sur voilà, pour moi, on peut toujours faire mieux, s'améliorer, etc. Ou au Maroc, bah, tant que ça fonctionne, voilà, pourquoi chercher à faire plus, etc. Et donc voilà, de lâcher sur le perfectionnisme, ça a été très difficile pour moi, et de m'adapter à cette culture du contentement. Mais c'est les beautés de l'interculturalité, c'est que je sentais que j'étais un peu rigide sur le sujet, donc je me suis dit que ça allait me faire le plus grand bien. Et puis le deuxième sujet, en lien avec ce que disait Nicolas, c'est de ne pas faire un culte de la transparence, qui était un peu mon cas, mais de comprendre tous les avantages aussi, et l'intention positive des Marocains quand ils ne disent pas les choses de façon très directe. On peut le voir effectivement comme, bon, bah, tiens, il est en train de me raconter un bobard, mais plus le percevoir comme il cherche à me préserver, quelque part, pas dire les choses de façon trop frontale, faire attention à ma susceptibilité, et donc de comprendre que c'est une différence culturelle, et de lâcher voilà, ce culte de la transparence. merci beaucoup, Raphaël, c'est super intéressant. Et ça nous montre, si vous le permettez, je vais vous montrer justement à quoi on sert. Parce que le but de tout ça, c'est aussi de se dire, euh, on a entendu que pour Anne et pour Nicolas, ça avait été compliqué au début, et pour beaucoup d'autres que nous on voit, que vous tous avez vu, ou peut-être des gens qui travaillent, pour vous qui nous écoutez, qui travaillent avec vous au quotidien. Oui, le Maroc est un pays compliqué sur le plan des interactions, passionnant, attachant, ce que disent beaucoup, mais difficile. Et il est compliqué pour des collaborateurs marocains de travailler avec des Français
Anne et Nicolas, vous nous dites, je ne sais pas si c'est spécifiquement avec les Français ou avec ceux qui ont des pratiques de management à l'occidental, c'est très positif, mais c'est quand même aussi désarçonnant. Avoir un chef qui ne contrôle pas ce que vous faites, on se demande un peu à quoi il sert aussi, par exemple. Être tout le temps à l'heure quand on n'en a pas l'habitude, on a parfois un sentiment là pour le coup, de surcontrôle. Attends, ben, il veut me changer là, ça, c'est pas OK. Et tout ça, ça peut générer beaucoup de complexité, des abandons, des échecs, des remises en question. Et évidemment, notre but, c'est d'essayer de faciliter ça. Alors, à deux niveaux chez Expat Communication, puisque vous voyez sur ce schéma, on travaille avec les expats, mais aussi maintenant en management interculturel, avec des équipes qui n'ont pas d'expatriés, mais qui ont des projets internationaux ou des équipes élargies ou des expertises dans d'autres pays. Donc, ça, c'est une première façon de le faire. Et surtout, on va le faire sur trois niveaux, en se disant, est-ce qu'on veut travailler sur la sensibilisation, c'est un peu ce qu'on fait là, se dire, déjà, on prend conscience des différences. Est-ce qu'on veut renforcer les compétences pour aider les gens à travailler sur des points particuliers? Ça peut être une culture pays, comme là, on le fait sur le Maroc, ou ça peut être sur une compétence de management spécifique, par exemple, donner du feedback, des choses les plus difficiles à faire selon les cultures. On voit bien qu'entre la France et le Maroc, l'écart est abyssal, mais entre les Pays-Bas et la France, pour aller chercher pas très loin, l'écart est tout aussi abyssal, donc ça peut être des choses comme ça, ou ça peut être de la transformation, soit d'une personne, soit d'une équipe, pour se dire, donc là, dès qu'on dit transformation, on est vraiment dans le coaching. Comment est-ce qu'on aide, là, par exemple, en ce moment, un manager qui s'installe avec des responsabilités très lourdes sur un chantier au Maroc, comment est-ce qu'on va l'aider à adapter au quotidien son management et puis qu'il puisse avoir dans le temps une oreille pour caler son activité et son leadership. Ou ça peut être avec une équipe et très souvent, là, la question, alors c'est fusion-acquisition, c'est un projet, etc., de se dire, eh bien, on est différents, on va travailler ensemble. Quels sont, comme on disait avec une entreprise ce matin, notre système opérationnel, enfin notre système culturel opérationnel. Dans une réunion, il y a plein de façons de faire une réunion. On peut arriver en réunion en disant hop, paf, 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 paf. Voilà, on n'est même plus à la française, on est par exemple à la danoise. À la minute près, on sait ce qui va se passer et le compte-rendu est presque écrit avant la réunion parce que tout a été timé. On peut arriver à la française, c'est-à-dire on est à peu près à l'heure, mais on est quand même au talent pour savoir quel sera l'agenda et ce qui va être décidé. Et puis on se dit à la fin de la réunion, bon, maintenant chacun a compris ce qu'il avait à faire et puis maintenant on va travailler. On a bien papoté entre nous. Ou on peut le faire à la marocaine, en arrivant en retard, mais peut-être que, je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, mais c'est le cas dans pas mal de pays en Afrique, où en fait la réunion est là pour entériner une décision qui a été prise avant, mais on est dans une réunion poker face, et pas du tout pour décider. Ça se fait ailleurs entre gens responsables. Voilà, et ben, il n'y a pas un bon ou un mauvais système de réunion. En revanche, ce qui est important, c'est que quand on rentre en réunion, on sache tout ce qui va s'y faire et qu'on soit d'accord sur ce qu'on en attend. Sinon, on va arriver sur, de toute façon, ces Français, ils sont insupportables avec leurs réunions qui durent des heures et où il ne se passe rien, ou c'est pas possible, j'étais là à l'heure, personne n'était là, j'ai perdu mon temps et j'en veux à toute mon équipe. Donc, voilà, ça c'est la transformation, c'est d'équipe, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme règle commune, et c'est un exercice passionnant, je pense qu'on fait bien avancer le monde en faisant ce boulot-là. Et ça, c'est ce qu'on fait avec toute notre équipe de coachs qui, comme Raphaël, sont implantés dans une trentaine de pays maintenant. Et puis après, ça, on le personnalise en fonction des compétences, des cultures cibles, et surtout avec des cas hyper pratiques. Parce que le gros enjeu de l'interculturel, donc moi j'ai adoré notre webinaire, là, je ne reviendrai passer des heures, c'est hyper intéressant, mais ce qui était vachement bien là, c'est qu'au-delà d'être intéressant, c'était pratique et concret. Enfin, si je dois bosser avec le Maroc, j'en ai déduit quelques bonnes pratiques. Et ce qu'on va faire, nous, dans les formations, c'est qu'on va partir vraiment de cas pratiques pour ne pas avoir l'effet waouh de le formateur était hyper intéressant, c'était super, c'était passionnant. Oui, enfin, concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans notre façon de travailler à partir d'aujourd'hui? Donc voilà ce qu'on fait maintenant. Je voudrais qu'on écoute aussi ce que fait Anne, parce que Anne a donc une entreprise de relocation. Et donc Anne, si tu veux nous présenter en quelques petites minutes ce que tu fais, ce sera super. Et puis avec Ouria qui est dans le chat aussi.
Alors, effectivement, comme je vous ai dit, moi, quand je suis arrivée, c'était un petit peu difficile au Maroc parce que il y a 25 ans, c'était hyper désorganisé. Aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès, mais ça reste encore très compliqué. Les formalités administratives sont très complexes. Et je veux dire, par exemple, au Maroc, on n'installe pas encore l'eau et le téléphone en passant juste un coup de fil. Tout ça est compliqué. Alors, du fait de ces difficultés que j'avais vécues, j'ai ouvert AfriConsult en 2001 et donc on s'occupe effectivement de l'arrivée des expatriés. On travaille principalement pour les entreprises, bien sûr, en général. Et on va s'occuper vraiment, je dis toujours qu'il y a 4 temps dans l'expatriation. Il y a la pré-arrivée éventuellement avec des gens qui viennent me voir, prendre la température et se rendre compte et savoir s'ils vont dire oui à la proposition qu'ils ont eue de venir s'installer au Maroc pour une multinationale ou une société qui vient s'implanter. Et il y a l'arrivée, et donc là, effectivement, on prépare toute cette arrivée, que ce soit les autorisations de travail, les recherches de logement, l'inscription des enfants dans les écoles, les titres de séjour, etc. Il y a le séjour, où là, bien sûr, il faut bien veiller au délai de toutes ces autorisations administratives, parce que les conséquences sont très pénibles quand on a oublié un délai. Et puis, bien sûr, après, il y a le départ, partir du Maroc, repartir dans un autre pays ou rentrer en France. Ça se prépare aussi. Donc, nous, on est là à tous ces moments-là pour aider principalement les services RH des sociétés qui s'installent à tout ça et les décharger de ça, qui sont des actions chronophages et puis où comment dire, les compétences et notre historique de relation avec les administrations concernées vont beaucoup aider. Voilà. Merci Anne. Je vous donne quelques prochains rendez-vous et après on conclura chacun avec le conseil que vous donneriez pour quelqu'un qui évolue dans un environnement franco-marocain. 3 petites dates rapides. La première, si on continue notre tour du monde interculturel et on continuera avec l'Italie le 20 octobre. Donc, si vous voulez vous y inscrire, vous allez sur le site d'Expat Communication. Par ailleurs, le 2 octobre, on a une session découverte du coaching interculturel. Ça, c'est si jamais vous voulez venir dans nos bureaux ou en ligne pendant une matinée pour faire l'expérience de ce que c'est qu'un coaching interculturel. Attention, je vous préviens d'avance, l'essayer, c'est l'adopter. Donc réfléchissez bien avant de vous inscrire parce que non seulement c'est passionnant, mais en général, après, on se revoit souvent parce que c'est très convaincant. Et ça, c'est Nathalie Ferreira qui pilote cet événement. Et puis, un autre événement, là, on vous prévient très en avance, le 1er décembre, au Quai d'Orsay, on fait la restitution de notre baromètre expat communication où on dit comment l'année s'est passée pour les expatriés. Alors, déjà, on a plus de 20 000 réponses d'expatriés cette année, donc c'est vraiment un événement important. Et on va cette année, pour la première fois, remettre des prix. Si jamais votre entreprise fait des choses particulières en termes d'accompagnement des conjoints, en termes de facilitation des carrières internationales des femmes ou en termes de formation au management interculturel, dites-le nous, candidatez pour ces prix, ils seront remis au Quai d'Orsay, il y aura des ministres qui vont remettre ces prix. Donc c'est une super occasion de faire connaître le travail de votre équipe, voire de l'ancrer, voire de travailler, enfin de faire connaître à l'extérieur, c'est bien, mais surtout à l'intérieur. De pouvoir faire venir votre DRH ou voir le président de votre entreprise. Donc voilà, des prix qui sont autant à votre service qu'à celle de la notoriété de ces activités. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez nous évaluer l'atelier, c'est toujours hyper utile pour nous. Si jamais vous voulez avoir des suites ou nous communiquer quelque chose, il suffit de flasher ce code. Et pendant que vous le faites, il nous reste 2 minutes pour que chacun d'entre vous nous dise peut-être son conseil final, donc pour ceux qui travaillent dans un environnement franco-marocain. Est-ce que Raphaël, tu veux commencer? Peut-être pour ne pas faire de redite par rapport à ce qu'on a déjà dit, moi je dirais, par rapport au fait que beaucoup de Marocains parlent très français, voilà, aussi bien que moi ou que vous, c'est de s'assurer qu'on se fait bien comprendre et qu'on comprend bien. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se dit les mêmes choses. Et
plein de fois, voilà, j'ai vu des problèmes de communication parce que, en fait, on n'a pas forcément les mêmes compréhensions quand on se parle, et donc de bien s'assurer qu'on est compris et de se faire comprendre. Merci beaucoup, Raphaël, un point crucial. Anne? Alors, écoutez, moi, je donnerais un conseil, c'est quand on vient vivre au Maroc, voyager. Voyagez dans le Maroc, déplacez-vous, partez visiter le Maroc et rencontrez les gens au Maroc, parce que c'est ce qui. On a parlé beaucoup de difficultés pendant le webinaire, mais toutes ces difficultés, elles vont être bien atténuées si vous arrivez à faire ces voyages et à comprendre un peu cette culture marocaine. Et voilà, et ça va vous aider. On va revenir un peu à notre premier point du webinaire, la culture de l'amitié. Les voir vivre, c'est après s'imprégner de ça pour pouvoir savoir vivre avec eux. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Et Nicolas? Alors, en 2 points, je vais d'abord reprendre ma casquette d'ancien élu représentant les Français de l'étranger. Inscrivez-vous sur les registres du Consulat général de France. C'est impératif. Savoir où on est, vous aurez droit aussi de voter, c'est important, surtout dans les temps actuels. Donc, inscrivez-vous, c'est vraiment important. Et je jure que je n'ai pas d'action dans la société d'Anne. L'administratif au Maroc, c'est un vrai sujet. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je me suis concentré sur l'aspect boulot. L'arrivée est loin d'être simple. On a l'impression de gravir un premier col, il y en a un deuxième derrière et un troisième derrière. Le jour où on a sa carte de séjour, on peut sabrer le champagne. C'est long, compliqué. Donc, si vous pouvez vous adjoindre les services d'une société comme celle d'Anne, c'est vraiment indispensable. Moi, avec mon épouse, on s'est retrouvés à quasi pleurer devant la police à Rabat parce qu'ils nous demandaient une pièce qu'ils n'avaient pas demandé le coup d'avant. Enfin, c'est un cauchemar. Savoir qu'au Maroc, la simple photocopie n'existe pas. On est sur des systèmes où on doit légaliser les copies. Donc aller faire la queue, parce qu'on est dans l'équivalent de la mairie. Voilà, donc ça, c'est un point. Ouais, ça m'a vraiment, au niveau perso, c'était le gros sujet. Ça m'a occupé peut-être 6 mois à mon arrivée. Et ne négligez surtout pas le départ. Le départ, c'est la même galère. Donc voilà, Auréa, c'est exactement ce que tu dis dans le chat. C'est exactement la même galère. On est parti très exactement le 12 juillet 2024. On a eu les papiers le 11 juillet à 16h. Voilà. Du départ, de l'arrivée au départ, de la préparation de l'arrivée jusqu'au départ, être bien accompagné, ça va être Ouais. indispensable. Et ce sera le mot de la fin. Un immense merci à tous les trois. Merci Auria aussi qui a commenté en ligne. C'était passionnant, c'était, je crois, très utile. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Merci beaucoup et à bientôt à tous. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée à Slama. tous. Slama. Slama.